Bonjour à tous et bienvenue cette semaine encore sur le plateau du grand débat du web. 26 minutes pour parler de l'actualité connectée avec une nouvelle formule depuis la semaine dernière. 3 invités qui sont parmi les invités récurrents, les chroniqueurs de cette émission. Et puis un invité de passage qu'on salue tout de suite, d'autant plus que c'est la seule femme de ce plateau très testostéronée. J'y suis arrivé en 2 fois, c'est pas trop mal. Salut Laetitia. Bonjour Bertrand. Laetitia Vuitton, donc présidente de En Mode Culture, on va parler de la vie d'après la télévision et la vie récente de Culture Pub, une marque emblématique s'il en est, qui vit une belle vie en fait sur le web, avec plein de choses sur le web, des émissions qui sont produites pour le web, il y a plein de choses qui sont mises en place déjà et qui vont se mettre en place, c'est un petit peu ça. Exactement, ouais. On redéploie la marque sur tous les super web. Et c'est une marque qui marche bien au niveau du grand public parce que le site connaît un gros succès, que Facebook connaît un gros succès, qu'il se passe continuellement quelque chose autour de cette marque Culture Pub. On en parlera en deuxième partie d'émission. Et dans la première partie d'émission, on va parler d'Amazon qui va peut-être changer le monde du commerce physique après avoir changé le monde du commerce numérique, digital. Avec le lancement d'Amazon Go, on vous raconte ça, c'était à Seattle, mais ça augure peut-être d'un nouveau changement de paradigme dans le retail. Et puis, la publicité va-t-elle devenir la chose exclusive de Google et de Facebook au moment où la publicité numérique, digitale, vient de dépasser en termes de chiffre d'affaires, celle qui se fait sur la télévision. C'est nouveau en France, ça s'était déjà fait dans d'autres pays avant. Et en France, ça y est, le cap est franchi. Et Facebook et Google sont en train de ramasser une énorme manne de toute cette partie numérique de la publicité. Nos 3 invités, c'est par exemple à côté de Laetitia, Emmanuel Parodi. Salut Emmanuel, Mastermind. Bonjour. Alors la chemise clinquante, là, c'est l'été. Ouais, c'est l'été. Il fait chaud, on s'en rend pas compte qu'on est de l'autre côté. Mais là, c'est vrai qu'il commence à faire un petit peu chaud dans ce studio. Mind, la lettre d'information hebdomadaire. La business intelligence, c'est l'actualité de l'économie des médias, de la publicité et des fintech avec une nouvelle lettre qu'on vient de sortir. Fabrice Epelboin, nouvelle star américaine, qui s'est lancée dans Yogosha. Yogosha, qui est une start-up qui fait dans le bug bounty. Le bug bounty, les gentils hackers au service des entreprises. Voilà, merci d'être là, ronde serviette dans cette émission. Et puis Jérémy Moussa, qui n'est pas loin du ronde serviette également, qui a lancé il y a quelques jours à peine l'ITA L2ITA, qui est une application de dating, de serious dating, qui aide les gens à mieux se connaître et à discuter entre eux. Voilà, on disait la dernière fois qu'on s'est vu que c'était un anti-swipe, en fait, un anti-Tinder. C'est exactement ça, c'est un anti-Tinder. On prend un peu le temps de se rencontrer, c'est pour trouver l'amour, pas pour trouver un plan... C'est pour jouer sur le côté qualitatif des relations, plutôt que sur le côté quantitatif des swipes. C'est pas un jeu. Quantitatif avec un Q, majuscule. C'est ça. Amazon va-t-il changer le visage du commerce physique, cette fois après avoir changé le visage du e-commerce? La question commence à se poser. Le premier Amazon Go a été lancé à Seattle, donc le siège d'Amazon, il y a quelques temps, 2 mois à peu près, au mois de décembre. Amazon rechercherait un lieu à Londres, serait en phase de déploiement aux États-Unis, même s'il s'en défend. Mais en tout cas, l'idée, et vous voyez les images derrière, c'est d'avoir des magasins qui sont des nouveaux magasins, un nouveau type, dans lequel on rentre, on fait ses courses, on sort et on ne passe pas par la caisse. Il n'y a plus de caisse dans ces magasins-là. Il suffit d'avoir un compte Amazon, pas folle la guêpe, et il suffit d'avoir une application spécifique. Et à partir de capteurs et de puces, en fait, tout ce que vous allez prendre, redéposer, reprendre, bref, tout ce que vous allez prendre pour sortir du magasin sera comptabilisé et déduit directement de votre compte Amazon. C'est une nouvelle façon de penser vraiment. On voit que là, il faut l'application pour rentrer avec un code tout simplement sur l'application qui vous permet de rentrer dans le magasin et à partir de là, vous faites vos courses et vous sortez. Ça change pas mal la donne parce que tout d'un coup, on se dit que les magasins vont avoir besoin de beaucoup moins de monde. Et on sait aussi, en tout cas il se murmure, qu'Amazon travaillerait évidemment à ce que le réapprovisionnement de tous les rayons soit fait aussi en partie par des robots, même s'ils ne veulent pas l'avouer. On pense que le magasin du futur qui aura très peu de personnel est peut-être en train de se créer. Donc ça peut changer un peu le visage de cette histoire-là. Tiens, on commence par Laetitia. Tu fais des courses régulièrement, j'imagine, comme nous tous. Est-ce que ce genre de magasin peut t'attirer ou pas ? Alors moi, je fais essentiellement mes courses en ligne. Ah ouais, donc je ne suis pas vraiment la cible. C'est un problème de temps. Ouais. Entre le boulot et les enfants, ça me laisse juste le temps d'aller en ligne. Mais c'est des concepts qui sont quand même assez intéressants et intrigants, je trouve. Parce que ça représente quand même des centaines de milliers d'emplois dans chaque pays, enfin, tous ces gens-là qui travaillent dans les supermarchés. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est vraiment, avec les voitures qui vont être robotisées, les taxis, en tout cas Uber, potentiellement, il y a quelque chose qui se passe, là, Emmanuel. Non. Non. Non, parce qu'il y a quand même un truc fabuleux avec cette histoire, c'est qu'elle a été démentie par Amazon. Donc, non.
il y a un moment. Personne n'y croit. Et Alors, personne ne croit au démenti d'Amazon. Bah Alors, oui, ça, bien on est sûr. dans un concept journalistique, si tu veux, Absolument. on est dans la mise en On est abîme. vraiment dans un média qui cherche leur crédibilité. Voilà. Et qui se sont dit ça. Alors va donc, bien nous flinguer. je vais donc commenter une info parfaitement démentie par Amazon, à savoir qu'Amazon dit péniblement depuis un mois, dans la différence Enfin, générale, ce qu'il- que non, ils ne veulent pas faire ça. Oui, et que non, ils ne vont pas déployer de Enfin, magasins. ils ont quand même ouvert un magasin. Mais il y a des images, comme on a tous vu des images de drones, comme on a tous vu Mais des non, images mais il y a un de magasin réalité physique qui virtuelle. existe à Seattle, on est bien Voilà. d'accord. Il y a un magasin Mais qui ils ont existe. fait- D'autres non, le mais- font, d'autres le font. Alors- La vraie question, c'est pas est-ce qu'Amazon va le faire. Non mais tu vois, Ah, c'est j'aime bien la quand ça preuve, part on comme adore ça. commenter quelque chose qui est faux, Non, mais mais c'est pas grave. Non mais on a parlé allons-y. 50 fois de la robotisation dans cette émission. La Allons-y. question, c'est pas est-ce qu'Amazon va changer la donne, c'est est-ce qu'on tend vers ce genre de magasin. Et la Merci, réponse, c'est merci oui. Jérémy, j'ai bien fait de Ce l'inviter. qui prouve qu'il y a un marché pour les fake news, puisque Absolument. personne ne se préoccupe de savoir si Et que ça est pour vrai ou l'instant, pas. Il a investi Mais- par les médias traditionnels. Voilà. Donc, désolé Mais d'avoir la concurrence saboté ton pointe, Monsieur ta Pelbois, vous discussion, sortez, mais s'il vous plaît. Si on reprend ce que fait Amazon avec les histoires de drones, etc., c'est vrai qu'ils sont en train d'expérimenter, ils déposent des brevets, etc. Mais quand on regarde le contenu de ces brevets, que ce soit pour livrer en dirigeable, alors tout le monde regarde le dirigeable et là tout le monde regarde le magasin et on va commenter pendant des heures cette histoire de magasin, mais quand on regarde le contenu des brevets qui sont derrière toutes ces choses-là, Amazon est en train de regarder comment aller jusqu'au bout de ce qu'on appelle la supply chain, c'est-à-dire que c'est vraiment de la gestion de stock, etc. Et d'un point de vue informatique, comment aller jusqu'au bout à la fois de la livraison quand on parle des dirigeables et à la fois de la livraison dans la rue quand il s'agit d'un magasin. Donc, en Donc résumé, Amazon est en train de faire peut-être, oui, du laboratoire pour savoir jusqu'où aller dans la livraison. Et à partir du moment où Amazon gère ses stocks, parce que c'est ça le métier d'Amazon, il gère des stocks dans d'énormes hangars Avec entièrement automatisés. avec des robots, il on est bien suffit de faire d'accord. une porte d'entrée dans le hangar avec le stock et on a un magasin. C'est ce qu'on disait d'IKEA d'ailleurs il y a 20 ans. Donc ce serait pas si aberrant que ça, etc. finalement, monsieur Non, Parodi. Non, Hein c'est possible et c'est pour ça que ça nous intéresse, mais d'un point de vue d'information, il faut quand même rappeler que Amazon, depuis un mois, alors que tout le monde commande cette histoire, a démenti formellement le Je projet suis de désolé, mais déployer en pleine période où des Trump arrive magasins. en disant on va recréer des emplois aux États-Unis, Amazon ne va pas dire je suis en train de sortir des technologies Alors- qui vont flinguer des centaines de milliers d'emplois dans ce pays. Absolument, et à la fois la vraie question, mais c'est pour ça que la vraie question, quand on est le spécialiste de celui qui gère le hangar, c'est la question que s'est posée Darty, etc. Est-ce qu'on va prendre le risque d'avoir des magasins? Est-ce que c'est vraiment notre métier d'aller jusqu'au bout du magasin de rue? Donc je pense que là, il y a une vraie question stratégique. Enfin, pour le moment, Amazon est surtout en train Qu'est-ce qu'on en pense d'expérimenter la manière de délivrer des On produits. a entendu le message. Non, mais La avec tendance, cette- est-ce que la tendance va vers ça? Non, C'est mais pas Amazon, évidemment. ce sera son frère. Et puis de peut-être, toute hein. façon, même si c'est qu'une expérimentation, admettons qu'on croit le démenti d'Amazon, admettons. Prenons ça comme base. La réalité, c'est que ce genre de techno existe aujourd'hui, que l'engouement pour la vidéo, parce qu'on a tous vu la vidéo, on n'est pas allé dans le magasin, prouve qu'il y a un vrai engouement pour ce genre de Pour l'instant, c'est juste les salariés d'Amazon qui ont le droit d'y aller, hein, c'est un test. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les technos existent, on tend vers ça de toute façon. On est dans une industrie aujourd'hui où ça se robotise de plus en plus, où les emplois avec une faible valeur ajoutée disparaissent petit à petit et dans les 20 prochaines années vont largement disparaître. On en a parlé 500 fois aussi. La question pour moi, c'est pas tellement est-ce que Amazon va devenir le nouveau leader du point physique et va remplacer Monoprix dans les prochaines années. La question, c'est est-ce que toutes les enseignes vont commencer à se mettre à ce genre de Est-ce qu'on va tout simplement vivre une nouvelle expérience retail en rentrant dans des magasins, ce qui semble logique, ce qui semble mais pour moi, ça me absolument semble être logique, le cours interdit. normal des choses. Perdre son temps à aller acheter du beurre et du pain quand Non, mais on de- a des systèmes qui peuvent non seulement savoir si tu en as encore dans ton frigo et faire un réassort sans que tu lui demandes quoi que ce soit, mais qui plus est, c'est une perte de temps d'aller acheter du Tout le beurre. monde n'a et- pas encore un frigo connecté, monsieur Pelbois. Non, mais si on est dans le délire de technologiquement c'est possible, donc ça va arriver, Non, mais peut-être que on dans va 100 plutôt ans, on en vers ce... sera là. Mais il y pas a- dans 100 ans. Mais il y a quelques étapes dans intermédiaires. 300 ans. Mais non, tout Mais le monde dans- n'aura pas un frigo connecté dans 3 ans. Par contre, dans un 3 frigo ans, connecté dans 3 ans. confirme. Mais typiquement, ta boîte à Il n'a même pas de frigo encore chez lui, c'est pour vous dire. La boîte à œufs qui sait si tu as ou non des œufs dans ton Oui, frigo, que elle personne existe. ne veut d'ailleurs. Que personne ne veut. hein. personne Non, mais ne veut, Dieu merci, absolument. parce que vu les passeports de sécurité qui sont les objets connectés, c'est pas plus mal. Mais Ne rouvrons pas objectivement, le débat sur les frigos connectés. on est, En fait, c'est pas on est un plutôt tir, sur c'est un la vraie trend, bouffée. et il suffit de voir les valos d'Amazon par rapport au reste du retail, on est plutôt sur un trend où la consommation se déplace sur le online, et on va commander de plus en plus de trucs On est sur bien le d'accord. online. On est bien d'accord. Et le pire, c'est que, enfin, à titre personnel, typiquement, moi, ce qui m'est arrivé il y a pas longtemps, c'est que le cabis du coin de la rue a changé, il est devenu mauvais, on a basculé sur Amazon. Alors, quand Oui, même. mais en fait, pardon. Vas-y. Je pense que l'élément différenciant et pourquoi tout le monde va de plus en plus sur Amazon, c'est une question de profondeur de catalogue. Et là, en revanche, on va carrément à l'inverse
de la profondeur de catalogue, puisque on test. élimine tout ce qui est... C'est absolument Oui, un mais ils test, ne c'est pourront pour pas le le vendre. faire avec Voilà. les marketplaces. C'est absolument vrai. Enfin, je pense qu'on Pour l'instant, s'éloigne Merci. Oui, mais on continue toujours à avoir on continue à avoir des usages physiques. Quand tu regardes les boulangeries le midi, tout le monde va dans la boulangerie le midi s'acheter son snack vite fait plutôt que de se faire livrer, alors qu'il suffit d'aller sur Allo Resto et de te faire livrer à manger. Le Carrefour du coin qui va te bouffer des heures pour y aller, faire tes courses et revenir par rapport aux 20 minutes qu'il te faudrait pour faire l'équivalent en cliquant sur des liens sur Amazon, lui, il est condamné. Je suis d'accord avec toi. D'un point de vue d'expérience Rapidement, d'utilisateur, parce qu'on a plusieurs sujets. d'un point de vue d'expérience d'utilisateur, oui, il y a quelque chose, on regarde. D'un point de vue de savoir si Amazon va jusqu'au bout de la vente, moi, ça me fait penser au début des quand l'Internet est arrivé et que le e-commerce s'est développé, l'essentiel de ce qui était vendu, c'était les produits informatiques. Il y avait plein de boutiques en ligne de produits informatiques. Il fallait juste savoir que derrière, tout le monde s'approvisionnait chez 2 revendeurs. Chez 2 revendeurs. C'est-à-dire qu'il n'y avait que 2 hangars en France qui livraient quasiment toutes les boutiques. C'est ça la question là qui va être posée. Est-ce qu'Amazon a une raison d'aller gérer la boutique où effectivement il a le plus grand catalogue du monde et pourquoi il irait gérer la rareté du catalogue? Ça n'a pas de sens. Donc ça n'a pas de sens. Il se dit Bon. qu'il a une IA qui lui permet d'optimiser la rareté. Mais malgré tout, c'est Restons sur ce suspens d'idées, sur cette idée-là, on verra ce qui se passe, mais on a entendu les arguments des deux côtés. La publicité va-t-elle devenir la chose exclusive de Facebook et de Google? La question se pose légitimement, alors que la publicité numérique vient maintenant de dépasser en France, en termes de chiffre d'affaires, la publicité télévisuelle, part de marché 29,6% pour le numérique aujourd'hui, le digital, on dit parfois. Et puis, devant la télévision, 28,1%. Il faut savoir que 53% de l'ensemble de la publicité numérique est faite en programmatique, c'est-à-dire en mode totalement automatique. Et la publicité mobile représente 41% de cette publicité numérique. Vous avez à peu près les chiffres. Ce qu'on sait, par contre, c'est que 68% des revenus de cette publicité numérique vont, en France, dans les poches directement de Google ou de Facebook. 68% de la publicité en ligne. Madame Pub, Madame Culture Pub, c'est inquiétant ça quand même un petit peu, non? Parce que tout ça ne fait qu'augmenter. Ils ont même quasiment 90% de la croissance en fait. C'est-à-dire que de toute façon, ils sont sur un trend positif pour capter toute la publicité en ligne. Est-ce qu'il y a quelque chose qui devient un petit peu dangereux là? Je pense que ça va être dans un premier temps, et puis après ça va se reséparer avec les pré-rolls qui vont être gérés. Mais la vraie question qui se Pré-roll, pose, c'est les pubs avant, hein, les pubs vidéo avant notamment. Pourquoi on passe par Google et par Facebook? C'est que si on veut être bien exposé chez Facebook et chez Google, il faut prendre les régies de Google et de Facebook. Donc en effet, ça implique de passer par eux, et comme c'est les principaux moteurs de recherche. C'est un ciblage qui est inégalable. Et puis on l'a vu avec l'élection de Trump dont on parlait. Ils sont très très bien positionnés sur le mobile, sur la vidéo évidemment avec une prime à la vidéo, notamment sur Facebook et sur les réseaux sociaux puisque Facebook en est un. C'est-à-dire que les endroits où aujourd'hui on a envie d'investir quand on est une agence ou une marque sont les endroits où ils sont extrêmement présents en fait. C'est-à-dire que pour le coup là il y a quand même une espèce de quadrature du cercle qui s'est mise en place, qui semble difficile. Tu es un peu au courant de cette histoire-là, avec le geste notamment? Oui, j'anime le Tech Club avec tous les professionnels qui s'occupent de programmatique. Ce que disent les annonceurs, c'est qu'il y a, même si ailleurs, les médias, tout ça, c'est très sympathique, mais il y a quand même un gros avantage à Google et Facebook, c'est qu'en gros, il n'y a qu'une personne. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un guichet, comme on dit. C'est-à-dire qu'on achète tout, il y a la data, etc. Donc il y a un argument à la fois de simplicité et de technologie. Par contre, en ce moment, et tiens, encore hier et encore il y a quelques semaines, personne ne les contrôle, ces acteurs. Les chiffres, par exemple, de Facebook sont de plus en plus contestés. Et d'ailleurs, il y a des erreurs dans des proportions de 50%, etc. Donc le milieu de la pub est quand même en train de se dire attention, il faut remettre en cause un petit peu, on ne va pas mettre tous nos œufs dans le même panier. De l'autre côté, il y a un problème de législation, c'est-à-dire que tous les acteurs indépendants de la publicité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sous des plateformes comme Facebook et tout ça, ils sont prisonniers du fait que la technologie qui sert à délivrer la publicité, elle est soumise à des législations qui sont de plus en plus contraignantes, et qu'on a le sentiment que les GAFA, en général, Facebook, Google, etc., eux, passent entre les mailles du filet de ces législations. Donc ça, c'est plutôt un avantage pour eux. Mais sur le long terme, je pense qu'il va y avoir une recomposition, c'est-à-dire que quand on connaît le milieu de la data, c'est vrai que pour l'instant, on est dans la phase où la data, on a l'impression qu'elle fait tout. En réalité, elle ne marche pas si bien que ça, la data. C'est-à-dire que le ciblage publicitaire par data, il ne marche pas si bien qu'on le dit, dans le sens vraiment de la performance, et dans le sens où est-ce que l'argent qu'on met pour investir, pour faire tout ça, on le récupère à la fin? La réponse n'est pas évidente, et c'est important de le dire. Ce qui veut dire qu'en réalité, la notion de contexte est en train de revenir. Parce que tous ces gens-là, finalement, ils ont créé leur métier en disant, bon, la publicité, maintenant, on cible des gens. Ben, les gens, on les a la data,
peu importe où va passer physiquement la publicité. Et en fait, quand on discute avec les gens qui mesurent, vraiment les informaticiens qui regardent la transformation de la publicité, etc., ils disent, mais attention, on a évacué un petit peu trop vite la question du contexte. De savoir. Je crois que tu as perdu ton micro, donc on va passer à quelqu'un d'autre le temps que tu remettes ton micro. Moi, je suis plutôt annonceur maintenant depuis quelques temps et j'ai toujours utilisé énormément la publicité en ligne. Le gros avantage de Facebook comme de Google depuis des années, c'est d'abord qu'on a un guichet unique, on a un outil unique, alors on peut ajouter tout un tas d'outils autour pour améliorer la performance, mais c'est ultra simple. Et puis surtout, en termes de pertinence, on arrive à cibler avec des critères qu'on n'arrive pas à avoir ailleurs. Aujourd'hui, quand on veut cibler quelque chose d'assez précis sur un outil, sur une typologie de gens, sur quelque chose d'assez pointu, même si c'est de la B-testing et qu'on le teste et qu'on va gérer nos campagnes en ayant une multitude, c'est quelque chose qu'on peut très très facilement faire avec les mots-clés de Google, donc sur AdWords ou avec Facebook, et qui est très très difficile à programmer. D'où la question, en fait, puisque ces gens-là possèdent les datas les plus pointues sur tout le monde. Google et Facebook possèdent vraiment des datas incroyables. On en a déjà parlé dans cette émission, et pas mal de fois. C'est eux qui, en fait, peuvent permettre des ciblages incroyables. Moi, je crois que ce qui est important, c'est que les nouveaux annonceurs comprennent que c'est pas un Eldorado. C'est pas parce que tu vas sur Facebook et que tu dépenses 10 000 que ça y est, tu as un retour sur investissement qui est génial. Par contre, il y a un vrai travail à faire, et c'est peut-être un tout petit peu plus facile de le faire sur les outils de Facebook ou sur les outils de Google, parce que c'est la même personne qui va gérer le back-office et la diffusion de la publicité, plutôt que de le faire avec de la programmatique qui va te gérer une diffusion sur un réseau où, honnêtement, quand tu n'es pas hyper expert dans le domaine, c'est assez obscur et c'est assez difficile de s'y retrouver. Si tu n'es pas expert en programmatique, c'est assez difficile de gérer des campagnes de moins de quelques dizaines de milliers d'euros. On va clore ce débat sur la publicité. De toute façon, la publicité, on en reparle juste derrière. Une petite madeleine. Si, c'est une petite madeleine, ça me fait plaisir. Badoumba. Ah, ça a été une génération entière quand même. Hein. Ça sent les années 80. Ça sent les années 80, bah, ça se voit quand même. 86 précisément, Laetitia. Petite histoire de cette histoire-là quand même. Donc c'est Christian Blachas et Anne Magnien qui lancent ça. Ça s'appelle d'abord Onde de choc, puis Culture Pub un petit peu après. Ça démarre en 86 sur Paris Première en fait. Ensuite, ça part sur M6 où ça va connaître son heure de gloire absolue jusqu'en 2005, je crois, sur M6. Ensuite, NT1 pendant quelques années. Jusqu'en 2012. Là, ça a évidemment moins de visibilité sur NT1 jusqu'en 2012. Et puis 2012, arrêt de l'émission télé, mort de Christian Blachas, poum, tout s'arrête d'une certaine façon. Mais la marque reste forte quand même. Et puis il y a tout ce catalogue et toute cette recherche qui est là. Et à quel moment tu interviens dans cette histoire-là, toi ? Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'en effet, moi, je suis intervenue il y a 1 an et demi sur cette histoire, mais après ça, pendant les 3 ans qui ont suivi le décès de Christian Blachas, il y avait encore des personnes au sein de Culture Pub qui faisaient une veille internationale quotidienne sur les spots de pub. Qui continuait à fonctionner et qui a commencé à démarrer sur le web à cette occasion-là, notamment sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai décidé de réexploiter cette marque et de la refaire vivre sur différents supports, en partant du principe qu'il y avait un ton et une expertise qui étaient très fortes, que quand on regardait ces émissions Culture Pub, qui sont une madeleine aujourd'hui pour tout le monde, ça permettait d'apprendre énormément sur l'international. Et l'idée, c'est de faire revivre de manière différente. On est là en 2017, Culture Pub, on s'est réinventé sur le fond comme sur la forme et en incluant évidemment en dehors des spots TV, le digital, le 360, on élargit en fait à énormément de supports. Et ça cartonne. Ça cartonne sur le web, ça cartonne sur le site, ça cartonne sur Twitter et Facebook. 540 000 fans et followers, c'est pas rien. Avec à peu près 13 millions de vues par mois sur YouTube aussi. C'est incroyable. C'est qu'il y a cette sélection qui continue à se faire. Il y a encore des personnes qui travaillent tous les jours pour aller chercher les pubs du monde entier. Et puis, il y a donc cette partie B2C, on va dire, visible de l'iceberg. Avec le lancement d'une émission. Avec le lancement d'une émission. Une émission hebdomadaire qui s'appelle la Culture Week. Qui est lancée sur le web. Je vous invite à regarder. Elle a des chances de venir en télé ou une émission a une chance de revenir en télé prochainement? L'objectif, c'est qu'en effet, on a des formats qui sont un petit peu différents avec l'idée de revenir en télé. Donc, on discute actuellement avec des chaînes audiovisuelles et on verra si c'est quelque chose qui peut se passer à la rentrée 2017. Il y a pas mal de choses qui se passent autour de Culture Pub. En fait, il y a des gens autour qui ont envie que tout ça reprenne un coup de boost. On va le dire comme ça. Mais parce que le contenu est intéressant, surtout. Est-ce qu'on a les interdits du web en pub?
Où est-ce qu'on va les avoir? Pour le moment, on regarde ce qui est possible ou pas de faire sur ces sujets-là. Monsieur Tout, a des demandes on particulières. devient Oui, j'ai des commandes à faire. Vas-y, dis-nous, vas-y. Justement. Profites-en parce qu'elle est là. C'est un classique de culture pub, les pubs qui n'étaient pas passées à l'antenne parce qu'elles avaient été refusées. C'est faisable sur la télé, c'est plus difficile sur le Voilà. web aujourd'hui avec le qu'elle grand passe quand même. Google dont on vient parler, qui est un petit peu plus prude, notamment. Vous avez regardé Culture Pub quand vous étiez plus jeune? Ouais, c'était quand même assez mythique cette Oui, émission. oui. quoi. Moi j'ai 46 ans, donc j'avais 16 ans quand Culture Pub est sorti. Ouais. Et ouais, ça a un côté nostalgie d'une époque qui était quand même, rétrospectivement, par rapport à la période qu'on vit, d'une légèreté, mais absolue. Quoi. Ouais. Et en même temps, c'est une émission qui a vraiment formé une génération à décrypter le marketing, la communication, et ça a aussi contribué au monde dans lequel on est aujourd'hui, où finalement, tous les ressorts de la com, notamment au niveau politique, ne marchent plus parce que tout le monde est capable de déchiffrer et de comprendre. Ça permet ce aussi qui de se passe. décrypter des marques, des Ça permet époques, de décrypter des marques, des culturellement époques, parlant, c'est très très intéressant. En typiquement fait. l'évolution de ce qu'est l'essence de ce que c'est qu'une marque, l'essence du problème qu'ont les marques aujourd'hui, qui se retrouvent dans ce monde d'ultra-transparence, là où auparavant elles étaient en opacité la plus totale. Vous pouvez raconter n'importe quoi, c'était pas un problème. Aujourd'hui, elles sont dans l'incohérence totale entre l'entreprise et la marque, qui Et auparavant un était... point positif aujourd'hui, on a le souvenir de cette ancienne émission qui vivait, qui nous apprenait énormément. Aujourd'hui, la créativité avec la multiplicité des supports est encore plus importante et donc permet de dire encore plus de choses et de décrypter. N'importe qui peut être créatif Exactement. et diffuser ses créations. Ça a radicalement changé. Et puis ce par rapport à décryptage ça. avec cette tonalité particulière, ce ton d'humour particulier qui est propre à cette émission et qui est resté en fait. C'est comme un fonds de commerce d'une tonalité qui existe là, qui a été créé là et qui est gardé comme un joyau. C'est en important fait, de garder ce ton Ouais. décalé. Ouais. On n'est pas là pour être exhaustif sur les pubs, on choisit des spots ou des pré-rolls. Personne d'autre ne fait le job aujourd'hui finalement. Ce job-là, il est fait uniquement par Culture Pub, d'une certaine façon, sous cette forme-là, vidéo. La télé ne s'intéresse plus du tout à ce qui représente pourtant une partie monstrueuse de ce programme, c'est la pub. Il y a eu tellement de problèmes aussi, il faut dire, à la fin avec M6, parce qu'il y avait des conflits d'intérêts entre Blachas qui voulait une liberté éditoriale et M6 qui voulait placer ses pubs et soigner ses clients. On voit que les télés sont parfois en bisbille par rapport à ça. C'est pas toujours simple. C'est là où sur le web on a une assez grande liberté, Ouais. donc qui nous permet d'être tout aussi créatifs. Alors il n'y a pas encore l'audience qu'il y avait à l'époque sur M6, mais c'est vrai que ça permet de continuer et de devenir un véritable média dans lequel on s'exprime, et donc de pouvoir aussi aller voir des sociétés et mettre en valeur le patrimoine de chacune de ces sociétés. Justement, parce qu'on ne sait pas toujours qu'il y a cette partie visible de l'iceberg, et puis il y a toute la partie B2C, en fait, et vous travaillez beaucoup pour les sociétés, sur des sagas personnelles pour des boîtes, ou sur une saga autour des concurrents d'une boîte, des choses comme ça. Et ça, ce travail-là, vous le faites de façon précise depuis assez peu de temps, finalement. Oui, en tout cas, depuis 18 mois, c'est ce qu'on relance, parce que notamment sur tous les sites web des entreprises, sur lancer un séminaire, il n'y a rien de plus difficile que de faire ça. Donc on fait des productions spécifiques pour des groupes. Et il y a un chiffre que j'aime bien, c'est qu'en 2017, 70% de ce qui est lu sur le web, c'est de la vidéo. On est positionné sur ce domaine. Il y a énormément de sites qui n'ont pas encore de vidéo sur leur site internet. Et ben là, on peut raconter une marque. 70% du trafic. Oui, et de la lecture. Non, du trafic. C'est pas Qui pareil. attire, oui. C'est ce qui quand même vient de lu derrière. Non. Non. Non, On va pas commencer une bataille sur les chiffres, parce que là, pour le c'est coup... pas du tout ces chiffres, c'est qu'est-ce qu'on mesure. On mesure un volume de données transmises. Dans l'équivalent d'une pub de YouTube d'une minute, je peux foutre l'Encyclopédia Universalis en termes de contenu. Et en termes de lecture, une pub d'une minute et l'Encyclopédia Universalis, ça ne va pas être la même chose. Donc il faut comparer. 70% du trafic est de la vidéo, l'essentiel c'est du porno. Mais en matière de temps de consommation, c'est pas les bons métriques qu'il faut pour appréhender les temps de consommation. Oui, d'ailleurs, je pense Mais que... quand on est une marque, il y a une Quand on est nécessité une marque, de... on a des communicants qui vous vendent n'importe quoi. Là, c'est possible qu'effectivement, on peut certainement faire croire ça à un annonceur. Bon, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois là? Il va y avoir des événements qui vont se créer, il y a des choses qui vont se faire ou pas? Donc on va sortir des nouvelles émissions. Donc Ouais. on a cette Culture Week qui est dédiée à l'international. On va avoir des choses plus françaises, des choses plus rétro. Et donc ça va être spécifiquement en effet des émissions. Et ensuite de ça, on va créer d'autres contenus, faire des soirées physiques, puisque l'idée c'est aussi de parler sur les différents sujets et de faire un lien entre la pub traditionnelle et le digital, et donc raconter des business cases spécifiques qui sont passés. Donc il y a beaucoup de projets sur les semaines qui viennent. On l'a vu par exemple avec la finale du Super Bowl.
Il y a la diffusion devant 100 millions de téléspectateurs aux États-Unis, énorme impact, très très cher, et notamment Airbnb qui a fait une pub contre Trump là-dessus, enfin, en tout cas contre les envies de fermer les portes de Trump. Et puis toute la vie web ensuite qui se passe autour de ça, c'est ça. Le deuxième effet qui se coule de la publicité aujourd'hui, c'est vraiment le web, il se passe un truc, quoi. Parce qu'en plus, le Super Bowl est un œil extraordinaire pour voir ce qui se passe sur la société américaine. Donc c'est cette partie-là qui est intéressante. Elles ont une seconde vie sur le web. Il suffit de regarder c'est la ce que je viens campagne de dire, Kenzo, monsieur par Benbassa. exemple. Oui, non, mais il y a ce qui est fait, ce qui est juste diffusé à la télé et ce qui est fait produit pour le Absolument. web. La pub Kenzo, par exemple, qu'on voit à la télé en France, elle dure 30 secondes à la Alors télé. que tout le monde a elle dure vu la 6 pub en minutes. longueur sur le web et qui était superbe, vraiment. Exactement. Ouais. Et c'est fait pour ça, parce qu'il y a quelque chose. Et c'est pour ça que moi, je suis assez enthousiaste de voir Oui, parce qu'on a envie que ça soit une décrypté, tout culture ça, quoi. pub version à l'ère du digital. Je pense qu'il y a du sens à le faire. Et tout ça avec la avoir un renouveau. tonalité et avec la culture justement issue Exactement. de 50 ans ou plus, enfin de Boston Blanchet et consorts derrière, c'est sympa, quoi, d'avoir toute cette. Et surtout, on est à l'ère où il va y avoir encore plus de créativité, toujours plus. Quand on peut skipper la pub au bout de 5 secondes, il faut savoir s'exprimer très très vite et donner son ADN très vite. Bon, le Badoomba, c'est le nom d'une émission. Et le logo, il a été un tout petit peu relooké en fait, mais il y a quand même encore cette histoire un peu colorée. Mais enfin, c'est plus exactement celui d'origine. On a changé le logo, on a gardé la musique, mais le générique a changé. Ouais. Ah bah, la musique, elle est aussi mythique. Merci Laetitia, bonne route pour Culture Bertrand. Pub. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Je veux dire par là Jérémy, Emmanuel et puis Fabrice qui était là comme assez souvent dans cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures dans le grand débat du web. Le hashtag LGDW. Salut à tous, à bientôt.